Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferreira. Ouverture à ce matin à Niamey, au centre Mahatma Gandhi de Niamey, des travaux du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification de l'Afrique et une session de la ZLECAf. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique ont pris part à cette rencontre continentale. Plus de précisions dans ce compte rendu. Ce sont une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement africains qui sont à Niamey autour de leur homologue nigérien Bazoum Mohamed pour prendre part aux travaux du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique et d'une session sur la ZLECAf. Une rencontre africaine qui relève d'un caractère important aux yeux des Africains pour le développement du continent africain. Ce sommet vient à son heure. Avec le triple impact du réchauffement climatique, de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, nous mesurons en effet tous les jours combien nos pays restent vulnérables aux aléas de la nature ainsi qu'aux chocs exogènes. C'est donc dire que si les questions de paix et de sécurité s'imposent à nous, il nous faut également, et de façon volontariste, consacrer plus de temps aux priorités économiques de l'agenda 2063 si nous voulons accélérer le processus de développement et d'intégration de notre continent. Pour faire face aux besoins des ressources humaines industrielles, la conjugaison des efforts est plus que nécessaire dans les domaines de l'éducation et de la formation, selon le président de la République. Il nous faut continuer nos efforts et investir industriellement dans l'éducation de base, la formation professionnelle, l'enseignement universitaire et la recherche en utilisant l'éthique comme catalysateur et amplificateur. Nous devons couvrir de manière cohérente le spectre des sciences et des métiers des différents niveaux de maîtrise de manière à permettre au plus grand nombre de pouvoir s'adapter aux évolutions rapides des métiers. Il nous faut, en substance, industrialiser la formation. Le chef de l'État a également beaucoup insisté sur le financement dans les domaines de la science et de la nouvelle technologie de l'information. Dans le domaine des sciences et des technologies de l'information, nous sommes riches de la première des matières premières, la formidable quantité de cerveaux assoiffés de savoir de la jeunesse africaine. Pour gérer et exploiter cette ressource en investissant massivement et qualitativement dans l'éducation, la formation, la recherche scientifique et spécialement dans les technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème « Renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable », ce sommet se tient après une semaine d'événements parallèles qui ont célébré la semaine de l'industrialisation de l'Afrique à Niamey. Il a également enregistré la participation du président du Rwanda, Paul Kagame, et de l'ancien chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, manager également de la ZLECAf. La secrétaire exécutive de l'Agence pour le développement du continent africain a animé ce matin une conférence de presse. Cette sortie médiatique qui fait partie des activités du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation a pour objectif général de présenter la vision 2063 des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de ses objectifs. D'autres détails avec Boubacar Amadou. Elle, c'est Nardoz Bekele Thomas, secrétaire exécutif de l'Agence pour le développement de l'Union africaine. Elle est chargée de l'implantation de la vision 2063, une initiative de l'Union africaine qui vise à amener la libération économique, politique et sociale du continent africain d'ici 2063 et mettre le continent au même niveau que les pays développés avec un peuple prospère. Vraiment, quand on dit la libération, c'est la libération
disons, de manque, hein, que les citoyens ne manquent rien de tout, qu'ils ont tous à leur niveau, que nos enfants qui ont rien dans le continent et qui vont aux autres continents, aux autres pays pour faire de travail qui n'est pas à leur niveau, soient vraiment engagés et leur potentiel soit exploité par le continent lui-même, qui sont respectés et qui vivent en dignité. Donc c'est ça la vision globale de notre agenda Vision 2063. Nardoz Bekele Thomas remplace le Nigérien Ibrahim Mayachi à la tête du NEPAD. En 2 ans de fonction, elle a eu à mener plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision 2063. Cette initiative met en action particulier sur la jeunesse à travers plusieurs axes prioritaires. La première axe, comment on peut réformer notre secteur public pour qu'il soit en mesure de répondre aux besoins des enfants, aux besoins de la génération qui suit. Donc, et on a réfléchi, et cette réflexion nous a amené à mettre en place un programme. Le deuxième volet, c'est tout ce que vous connaissez, c'est vraiment création d'innovation. Cette création, de faciliter l'innovation dans notre continent. Donc ça nous a amené à réfléchir et dire, si on peut donner aux jeunes d'espace, de plateformes, de facilités, d'environnements conducifs à innover, on peut vraiment transformer le continent à un niveau qu'il nous faut. L'occasion fut ensuite donnée aux journalistes de soulever leurs inquiétudes quant à la mise en œuvre de cette vision et le rôle des chefs d'État et de gouvernement dans cette dernière. Des réponses adéquates ont été données par la secrétaire exécutive de l'Agence pour le développement de l'Union africaine. Le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, le MPCA de Nouarzika, a organisé hier soir une grande conférence publique à la devanture de son siège sur la vie de Tanja Mamadou. Objectif de cette rencontre est de retracer et faire revivre les actions de l'homme au sommet de l'État et montrer justement le grand homme d'État qui a été pour le Niger. Résumé avec Sidikou Haruna. Ils n'ont pas hésité à braver le froid insoutenable de la nuit rien que pour assister à la conférence grand public organisée par le mouvement populaire pour une citoyenneté responsable sur la vie de Tanja Mamadou, ancien président de la République du Niger, rappelé à Dieu le 24 novembre 2020 à l'âge de 82 ans. Ce sont les parents, amis et connaissances de l'illustre disparu. Pour entretenir le public du sujet, le MPCR a mobilisé un panel de qualité, de hauts cadres de l'État qui ont côtoyé Tanja Mamadou et qui, avec une certaine nostalgie, ont tenu à livrer au public le visage qui est véritablement le vainqueur des élections présidentielles de 1999 au Niger. Nous avons pensé qu'en l'an 2000, il était tout à fait normal que l'Italie, s'en allant avec son financement qui prenait fin, que la FAO et nous puissions aller en cofinancement pour aller dans le sens de la mise en œuvre de ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement pour suivre les infrastructures qui ont été mises en place par le projet et qui risqueraient de péricliter si des mesures n'avaient pas été prises, notamment les puits, le forage, les stations de pompage, les banques céréalières, les boutiques d'intrants, les aires de pâturage, les couloirs de passage, les forêts, les points d'eau, les forêts qui ont été mises en place au niveau du projet Nketa qui ont contribué à changer totalement l'environnement de Nketa. Il ne fallait pas qu'on laisse le projet. Et le président a dit, écoutez, si la FAO ne veut pas s'associer, mettons la FAO dehors et continuons à financer le projet avec le fonds de l'État du Niger. C'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'était extrêmement important que du point de vue déjà, quand j'ai commencé son mandat en 2000,
Vous voyez bien que déjà en 2000, on engageait déjà la marche et on sentait déjà qu'on commençait à mettre le pas en matière de souveraineté de ce que le pays devrait avoir. Plusieurs dizaines de minutes durant, les panélistes se sont évertués à caricaturer l'ancien président Tanja Mamadou, qui est apparu aux yeux du public comme ayant été un chef de l'État qui s'était réellement soucié du devenir des Nigériens, surtout ceux parmi eux qui étaient les plus fragiles. Il y a, comment dirais-je, l'abattoir frigorifique de Niamey. Un jour, il a dit aux inspecteurs d'État de me prendre pour aller voir est-ce que le chantier a véritablement démarré. Je suis allé avec eux. Le chantier a véritablement démarré. Et le chef de chantier, un néo-zélandais, quand il a compris parmi les inspecteurs que j'étais le spécialiste du génie civil, il s'est approché à moi, il m'a montré tous les magasins, tous les matériaux et le matériel étaient là, dans des conteneurs. Partout. Il dit que tous les fers ont été attachés. Maintenant, lui, son problème, il dit que c'est la cadence de production du béton. Je leur ai remis le numéro du chef de chantier. Ils se sont appelés, le chef de chantier m'a rappelé pour dire vraiment, c'est OK de venir dans un mois. Donc, l'abattoir sera achevé, en tout cas en gros œuvre. Je crois que quelques jours, il y a eu le coup d'État. Et plus de nouvelles de ce chantier. Je me rappelle que vers 2013, j'ai fait un tour là-bas, c'est vers Saga. J'ai dit, attends, je vais voir le chantier. Je suis parti, même les fondations ont été déterrées. Cette conférence publique sur la vie de Tanja Mamadou est la deuxième du genre à être organisée par le MPCR de Nuhu Mamadou Arzika, un acteur majeur de la société civile nigérienne. Cette deuxième édition, tout comme la première d'ailleurs, est importante à plus d'un titre. Elle aura permis d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur l'homme public qui était Tanja Mamadou et sur ses actions au sommet de l'État, actions qui, à un moment donné de l'histoire de notre pays, ont été dépeintes en noir, à tort ou à raison. Le 24 novembre 2020 disparaissait l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, à l'occasion donc de l'an 2 de la disparition de celui qui aurait dirigé pendant 10 ans le Niger, beaucoup de Nigériens se souviennent de lui et de sa gouvernance avec nostalgie. Si les organisations comme le MPCR tiennent des activités pour saluer la mémoire du défunt président de la République, Bonferré Télévision, quant à elle, vous propose plutôt ce commentaire de l'hommage qu'elle lui a rendu il y a 2 ans avec Abdurrahman Younous Issa. Ici gît désormais Tanja Mamadou, 82 ans, soldat et homme politique, président de la République du Niger de 1999 à 2010. Ici à Ménosoroa, la terre qu'il a vu naître à plus de 1300 km de Niamey, la capitale, le centre du pouvoir. Ce pouvoir qu'il a conquis et exercé pendant 10 ans avec patriotisme, dignité et humilité. Dignité et humilité, c'est sans aucun doute les 2 maîtres mots qui caractérisent le président Tanja Mamadou toute sa vie durant, jusque dans sa mort. Humblement et dignement, il a vécu et humblement et dignement, il est mort ce soir-là du mardi 24 novembre 2020, entouré de sa famille et de ses proches à l'hôpital général de référence de Niamey. Humblement et dignement, il se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la rétribution des comptes. En tout cas, c'est le souhait et la prière des millions de Nigériens. Ces millions de populations nigériennes humbles comme lui, chez qui il a suscité espoir et fierté. Ces millions de populations du Niger profonds et réels qu'il a servi loyalement et courageusement. Parce qu'en effet, Tanja, c'était aussi ça. La loyauté envers ses compatriotes et le courage de porter et d'assumer leurs préoccupations les plus basiques comme les siennes. Militaire et soldat assumés, Tanja a pourtant été plus démocrate que tous ces bonnets blancs, démocrate de pacotille,
allergiques à toute critique ou contradiction, ce qui pourtant a été leur sport favori pendant tout le temps où ils étaient restés loin de la mangeoire. Fruit du régime d'exception et du parti État MNSD, Tanja Mamadou a été plus proche des populations et de leurs préoccupations que ne le seront jamais ces démocrates de velours et politiciens de salon dont la particularité au contraire a été de se mettre au-dessus du peuple. L'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'éducation et la santé, telles étaient la priorité du président Tanja, en parfaite harmonie avec les attentes du peuple. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les réalisations faites dans ces domaines précis. Loin, très loin du bling-bling offert aux Nigériens depuis quelques années, véritable écran de fumée qui cache la vérité, celle de la misère crasse des millions de Nigériens privés de l'essentiel vital. Construction de cases de santé, de mini-barrages, de retenues d'eau, de salles de classe, de projets de récupération de terres, de l'embauche de grands et petits ruminants, du crédit féminin, de construction des pistes et routes rurales essentielles à la circulation des personnes et des biens du Niger profond, l'exploitation des ressources uranifères et pétrolières dans la persévérance en mettant en avant la souveraineté nationale, voilà ce que Tanja a fait et ce qu'il savait faire. En réalité, sans être bardé de diplômes clinquants, mineurs ou majeurs, c'est la mode semble-t-il, Tanja Mamadou connaissait les problèmes de développement de son pays. Il savait quoi et comment faire pour y apporter les réponses adéquates avec promptitude et efficacité. Un contraste avec toutes ces théories bidons de cette génération d'ingénieurs, de docteurs ou professeurs en ceci et cela, mal à l'aise dans la gestion de l'État. Malaise qui cache en vérité leur incompétence et leur incapacité à répondre aux défis de développement du pays par le déni de la réalité, par la mégalomanie et par le musulman et la répression de toute idée ou voix dissonante ou simplement différente. Ce qu'on reproche au président Tanja, c'est sa tentative de Tazartier de 2009 et 2010. Peut-être a-t-il fauté, mais parmi tous ces profondeurs zélés, que celui qui n'a jamais péché ose lui lancer la première pierre. Combien de fois, en effet, la Constitution n'a-t-elle pas été violée, bafouée, piétinée et méprisée ces 10 dernières années? Jamais dans l'histoire de ce pays, le pouvoir n'a été confisqué et asservi au profit d'un groupe et celui d'intérêts privés et personnels que ces 10 dernières années. Des millions de Nigériens pleurent aujourd'hui parce que, convaincus qu'à l'allure où évoluent les choses dans ce pays, leur pays, Mamadou Tanja risque d'être le dernier président de la République, vrai père de la nation, qui allie condescendance et fermeté vis-à-vis de tous ses enfants sans distinction. Tanja risque d'être le dernier président de la République de la trempe des grands hommes souverains qui allient patriotisme, courage, dignité et responsabilité dans la conduite de la destinée de la cité. Ces Nigériens pleurent certes un homme, mais ils pleurent aussi et surtout une époque qui s'éteint à petit feu. Mais si l'on y prend garde, une mort inexorable. Autre aspect de cette édition, réception cet après-midi au camp Abdou Garba de la Garde nationale de Niamey d'un don composé de matériel roulant et de communication au bénéfice de la Garde nationale du Niger. Ce don offert par le PNUD vient appuyer au projet stabilisation lancé par le gouvernement nigérien, n'est-ce pas Youssouf Hedara? C'est le ministre de l'Intérieur qui a officiellement reçu des mains de la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD les clés de 74 véhicules et une importante quantité de matériel de communication satellitaire. Ce don au bénéfice de la Garde nationale du Niger rentre dans le cadre du projet stabilisation qui concerne les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Selon le PNUD, cet accompagnement, rendu possible grâce aux partenaires et amis du Niger, est un appui aux efforts du gouvernement dans la dynamique de la sécurisation des zones affectées par le terrorisme. Ce lot, dont j'ai l'honneur de remettre officiellement aujourd'hui au gouvernement de la République du Niger, à travers vous, votre Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, est composé de 74 véhicules, dont 63 à la disposition de la Garde nationale du Niger,
et 11 aux préfectures des zones d'intervention et au secteur de la santé dans les 3 régions. Ces véhicules sont équipés de matériel de communication HF et VHF et sont accompagnés d'un lot de 1000 radios Motorola portatifs, 3 stations de base pour la transmission haute fréquence, 60 téléphones satellitaires, 6 systèmes d'Internet satellitaire portables, 10 systèmes d'énergie portable avec batterie solaire et de 50 ordinateurs. Ces appuis, qui viennent en complément de précédentes livraisons d'équipements, s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration et des forces de sécurité intérieure pour soutenir ces unités régionales pour la sécurisation des zones d'intervention dans les régions de Difa, de Tillabéri et de Tawa. Recevant cet important don, le ministre Hamadou Adam Souley a expliqué l'engagement du Niger dans la lutte contre l'insécurité. La lutte contre le terrorisme nécessite de matériel roulant et de communication pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour l'atteinte des objectifs assignés à l'initiative de stabilisation immédiate. Le gouvernement a développé des initiatives qui sont appuyées par des partenaires au développement tout en veillant à la responsabilisation des autorités locales et des communautés bénéficiaires elles-mêmes. C'est dans cette approche que 2 facilités de stabilisation immédiate ont été lancées l'une après l'autre, respectivement dans la région du bassin du lac Tchad et dans la région du Leptako, spécifiquement dans la zone des 3 frontières. Je termine mon propos en réitérant les appréciations du gouvernement aux partenaires techniques et financiers et aux pays amis du Niger en général et au programme des Nations Unies pour le développement et la Fédération et la République fédérale d'Allemagne en particulier pour leur accompagnement qui permet d'assurer le succès de l'initiative de stabilisation au Niger. C'est donc d'une valeur d'environ 5,5 milliards de francs CFA offert par le Programme des Nations Unies pour le développement et le fruit du concours des partenaires et pays amis du Niger, dont l'Union européenne, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Et puis, c'est le haut parrainage de la Commission nationale des droits humains s'est tenu dans les locaux de l'association Alternative Espace Citoyen, la 8e édition du Forum national des jeunes sur la migration et droits humains. Objectif de cette rencontre, créer un cadre d'échange entre les jeunes, mais aussi de faire entendre la voix des personnes en mobilité, ainsi que de permettre aux décideurs d'honorer leur engagement. Le compte rendu signé Hussein Asmi sur les images de la Bar TV. Contribuer à l'effectivité des droits fondamentaux des personnes migrantes, c'est l'objectif assigné à cette 8e édition du Forum national des jeunes initié par Alternative Espace Citoyen. Une occasion pour permettre aux participants d'échanger autour des thématiques choisies: crise sécuritaire, criminalisation de la mobilité et chômage des jeunes, de la résilience à l'action collective. Chaque génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. C'est vraiment un message fort. Et donc on souhaite que pendant les 2 jours qu'on sera ensemble, que les jeunes réfléchissent sur les voies et moyens de faire face à la question du chômage, qui les concerne en premier lieu, et réfléchissent sur les questions liées à la mobilité et la migration, mais aussi et surtout sur la crise sécuritaire, qui est aujourd'hui un sujet de préoccupation. Et qui est, cette crise est la résultante de tout ce qui ne va pas et qu'on a laissé pendant des années perdurer. Donc j'espère que pendant ces 3 jours, vous allez réfléchir, indiquer le chemin à suivre. Et après, une fois de retour, que les gens vont quand même essayer de faire quelque chose pour que ça bouge, pour qu'on essaye de changer petit à petit par notre mobilisation l'ordre des choses. Cela est possible. Le maire de l'arrondissement communal Niamey 3 a salué cette initiative de Alternative Espace Citoyen qui, à ses yeux, est une démarche participative. La démarche, c'est une démarche participative
Parce que comme le cadre avec, ça cadre avec l'intitulé du forum, Forum national des jeunes sur la migration et droits humains. Je pense que c'est une démarche participative et du donner et de recevoir. Je me rappelle très bien qu'ici au niveau de Niamey, nous avons tenu une réunion par rapport à la stratégie de sécurité de proximité. Et je pense que vous allez essayer de vous outiller avec cette stratégie de sécurité de proximité une fois au retour de vos entités régionales. De ce forum, organisé par Alternative Espace Citoyen en collaboration avec Oxfam et l'ambassade de Danemark, plusieurs résultats sont attendus afin de solutionner ces maux qui minent le pays. À noter qu'un hommage a été rendu pour le repos des âmes des 5 journalistes de Alternative décédés en août dernier. Ils sont au total 16 jeunes qui suivent une formation en conduite d'engins chargeurs et pelles hydrauliques au niveau du centre de perfectionnement des travaux publics de Niamey. Une formation qui va permettre justement aux bénéficiaires de réaliser leurs rêves, mais aussi d'être actifs dans le domaine professionnel. N'est-ce pas, Samira Alimega? Nous sommes au centre de perfectionnement des travaux publics CPTP de Niamey, situé dans le quartier Tondigamel. Un centre à caractère administratif, société d'État et société d'économie mixte, placé sous la tutelle technique du ministère de l'Équipement. Sur le terrain, au total, 16 jeunes, repartis en 2 groupes, sont en pleine séance de travaux pratiques dans le cadre d'une formation en conduite d'engins, chargeuses et pelles hydrauliques lancée du 7 novembre au 20 décembre 2022 par le dit centre. Cette formation, nous l'avons préparée, ça fait très longtemps. Nous cherchons à vraiment faire en sorte que cette formation soit une réussite. C'est pourquoi dans notre programme de formation, nous avons vraiment détaillé toutes les étapes qu'il faut pour qu'à la fin, nous puissions faire de ces jeunes-là des jeunes clés à main, des conducteurs clés à main, pour qu'à leur sortie, qu'ils puissent vraiment être intégrés ou se positionner dans les différentes entreprises. Comment ramasser du sable, manipuler les manettes et maîtriser l'engin? Ce sont là, entre autres, les explications données par ce moniteur à ces jeunes en présence du formateur principal qui supervise. Ces 2 jeunes font partie de ceux qui suivent la formation. Pour eux, c'est une occasion et une chance de réaliser leurs rêves, mais aussi d'être actifs dans le domaine professionnel. Moi, ce qui m'a motivé en première position, c'est quelque chose dont j'ai rêvé de faire depuis fort longtemps et que j'ai vu l'occasion se présenter à moi. Comme je passais dans le quartier de temps à autre, j'ai vu les gens passer avec le gilet auprès de la réfectariat. Je les ai une fois demandé, ils m'ont un peu renseigné, un peu pour m'éclaircir. Je me suis rendu dans le centre même. Inch'Allah, d'abord, je compte d'abord constituer mon dossier et puis déposer au niveau des centres de travail pour pouvoir avoir un appel d'ici quelques temps et pouvoir travailler pour eux, Inch'Allah. Créé par ordonnance numéro 89-008 du 16 février 1989, le CPTP a formé plusieurs jeunes dans le domaine des travaux publics, d'où l'appel du directeur général à l'endroit des partenaires à doter le centre des matériaux sophistiqués de dernière génération pour la bonne formation des jeunes, mais aussi à la population de s'intéresser à ces formations qui sont importantes dans le développement d'un pays, tout en encourageant la gente féminine à s'y intéresser. Nos matériels, nos engins sont vétustes et nous avons besoin, pour répondre aux besoins du marché, de renouveler notre parc engin. Donc, et c'est ce que nous comptons y faire
Donc on a commencé à approcher un peu les partenaires et surtout en 2021, il y a FAPRI, donc sous la tutelle du ministère de l'Enseignement professionnel et technique, financé par la BAD, qui avait promis de doter le centre en des matériels. Mais malheureusement, le projet a eu des difficultés dans son fonctionnement. L'appel que j'ai, pour répondre d'abord, nous avons pu former 2 jeunes filles. Donc présentement, il y a une fille qui est sur un chantier de DIFA, donc avec l'entreprise EGBTP. Et les jeunes filles, vraiment, ils peuvent s'y mettre dans ce genre d'activités, parce que vraiment de nos jours, c'est des activités qui sont donatrices. La formation est ouverte à tous les jeunes, scolarisés ou non. Elle est dispensée en français et en langue nationale locale. Place à présent votre rubrique, la page des sports, c'est avec Ablaziz Mamadou. Bonsoir Ablaziz. Bonsoir Suleiman, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. Le Niger a honoré à Dakar et à Yaoundé à travers respectivement 2 médailles et 7 médailles remportées à l'occasion de l'Open et du championnat africain auquel ont pris part les 2 équipes nationales de judo. Le Niger a participé au même titre que 23 autres pays à l'Open africain de Dakar qualificatif pour Paris 2024. Le Niger a aligné 3 judokas, Ismaël Alassane catégorie de 66 kg, Abdelkader Boubacar 81 kg et Mokhtar Sourakatou catégorie de 86 kg. Les 2 premiers, à savoir Ismaël et Abdelkader, reviennent au pays avec une médaille de bronze chacun. Ils prennent aussi au passage 70 points dans le ranking mondial en vue de Paris 2024. À Yaoundé au Cameroun, le Niger a été représenté en homme par Idrissa Saleh Ridouane et Yahya Moussa catégorie de 60 kg, Ismaël Alassane, Daouda Djabiri 66 kg et en dame Hassan Abdouzalika, Saka Aminou Madinatou catégorie de 52 kg. Le Niger revient au pays avec une médaille d'or remportée par Abdelaziz Joubo, une médaille d'argent et 5 médailles de bronze. De retour au pays, les ambassadeurs nigériens ont été accueillis à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par PhD Mahmoudou Joubo, président de la Fédération nigérienne de judo, qui a félicité sur place les judokas pour les résultats avant de les exhorter à poursuivre dans la même logique. Fin le week-end dernier des compétitions de natation pour le compte de la saison sportive 2022. Plusieurs séries étaient au rendez-vous. La piscine olympique d'État a organisé le week-end dernier la toute dernière compétition de la saison 2022 avec à la clé plusieurs catégories en compétition. Il s'agit de 50 mètres nage libre dames, 50 mètres brasse junior homme, 50 mètres crawl junior homme, 50 mètres brasse senior homme, 50 mètres nage libre junior homme, 50 mètres brasse dame senior, 50 mètres crawl homme senior et 50 mètres nage libre senior homme. Au terme de la compétition, les lauréats ont reçu des récompenses des mains des officiels présents à la toute dernière compétition de la saison. La saison reprendra au mois de février 2023. En attendant, les nageurs engagés dans les compétitions nationales, sous-régionales et internationales, eux, vont continuer leur séance d'entraînement pour une représentation du Niger à ces rendez-vous à l'image de l'ASINA qui sera au championnat du monde à partir du 13 décembre prochain. Les entraîneurs de tir à l'arc en formation au siège du COSMI organisé par la Fédération nigérienne de la même discipline. C'est une formation pour les entraîneurs de niveau 1 de tir à l'arc organisée par la Fédération nigérienne de tir à l'arc de concert avec la solidarité olympique soutenue par le COSMI. Objectif, former les entraîneurs afin de permettre à la fédération d'accroître le nombre d'entraîneurs pour une bonne et meilleure pratique de la discipline.
Pour diriger le stage, la World Archery a choisi l'expert Khaled Lamandi Sofiane qui a expliqué en long et large les grandes lignes de la formation. Pour qu'il ait un bon championnat, il faut des bonnes équipes, pratiquants ou combattants. Pour qu'il ait des bonnes équipes, il faut de bons entraîneurs, d'où le présent renforcement de capacité des entraîneurs de la Fédération nigérienne de tir à l'arc salué par le vice-président du COSNI et le représentant du ministre en charge de la jeunesse et du sport. Petite démonstration technique des officiels techniques en charge de la promotion de la nouvelle discipline sportive mercredi dernier. Il s'agit du Tekball. Les membres du comité exécutif du COSNI ont assisté à la première démonstration technique de la toute nouvelle discipline sportive qui essaye de se faire une place parmi tant de disciplines de par le monde. Il s'agit du Tekball dont la promotion est portée par le Centre Olympa Africa de Bani Fandou, créé en 2014 sous l'impulsion de deux Hongrois. La discipline se pratique avec du moins une table de compétition au 10 centres. Les contours techniques, s'agissant du moins des contours techniques, il faut avoir une surface plate, une table de compétition, la longueur de 3 mètres, la largeur de 61 sur 70. La table doit être déposée sur une surface plate avec une distance de 2 mètres de derrière pour une ligne de surface. À présent, les résultats de la deuxième journée de la Super League de football du Niger, le classement provisoire et les rencontres de la troisième journée, c'est avec Ablazi Mamadou. Les résultats de la deuxième journée se présentent comme suit. AS Garde Nationale Akokana, 1 but partout. Liberté FC Urana FC, 1 but partout également. AS Fan Jongorzo FC, 2 buts à 0. JST AS Police 0-1. Espoir FC Sahel Sporting Club 0-0. AS Douane Olympique FC, 1 but partout. Et l'AS Nigelec, championne sortante en titre, qui tombe dès la deuxième journée 0-1 face à l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. À l'issue de cette deuxième journée, le classement provisoire se présente comme suit. Première AS Fan 6 points, deuxième USGN 6 points également, troisième AS Garde Nationale 4 points plus 3, quatrième Olympique 4 points plus 1, cinquième Liberté FC 4 points plus 1 également, sixième Nigelec 3.0 goal différence, septième AS Police 3 points, huitième AS Douane 2 points, neuvième GST d'Ottawa 1 point, dixième Sahel Sporting Club 1 point également, onzième Akokana FC 1 point également, 12e Espoir FC qui est dans la zone pour jouer le match de barrage, 13e dans la zone rouge, Urana FC 1 point et Jangorzo FC de Maradi 0 point au compteur. Du coup, le programme de la troisième journée se présente comme suit. AS Garde Nationale Liberté FC, AS Fan JST demain au stade général Séni-Kounché de Niamey, AS Nigelec Espoir FC au même moment au stade municipal, Jangorzo FC AS Douane à Maradi le 27 dimanche prochain, un match qui sera joué à huis clos, Urana FC Olympique FC à Arlit toujours Akokana FC AS Police, Sahel Sporting Club, Union sportive de la Gendarmerie nationale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.